Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, cette semaine, deux sujets. Ouais, deux sujets. Mais deux gros. Deux gros sujets, bien sûr. On a mis les actualités un peu de côté. Là, on va y revenir la semaine prochaine. Mais cette semaine, deux gros sujets. Tu fais ce que tu veux, hein? Ah, je sais. Tu sais, c'est Ah ton temps. oui, j'ai carte blanche. Faut exagérer pas, là, mais il y a des limites. mais on te fait presque confiance. Oui, OK. Ça fait assez longtemps. Ça fait quoi? 42 ans, t'es dans ce milieu-là? Ouais, à peu près. À peu près, hein? Oui, c'est ça. Ça me rajeunit, ça. Bon, ben là, t'es pas à la télé, ça n'a pas d'importance. Les chemtrails, ça, on m'a posé des questions au sujet des chemtrails. Oui. C-H-E-M-T-R-A-I-L-S. Oui. Et c'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. Ben, je suis content parce que je suis pas sûr de savoir de quoi ça retourne. Ben, moi non plus, d'ailleurs. On va mettre de la musique. On va commencer d'abord, si tu le veux bien, par des contrails, hein? Pour que les auditeurs comprennent de quoi il est question ici. Qu'est-ce que c'est les contrails? C'est un mot qui est formé de condensation trail, hein, donc des traînées de condensation. Qu'est-ce que c'est que ces traînées de condensation? Bien, évidemment, quand on regarde des avions, et en particulier les grands avions commerciaux, les gros transporteurs, qui évoluent à peu près à des altitudes de 30-35 000 pieds, on voit ces longues traînées blanchâtres se former derrière les appareils. En fait, qu'est-ce qui provoque ces traînées-là? C'est la température ambiante, le taux d'humidité dans l'air, et bien sûr, lorsque l'avion se déplace, évidemment, il prend l'air qui est devant lui, il les rentre dans les turbines. Les particules d'eau se réchauffent sur les pales de la turbine, et lorsque c'est rejeté à l'arrière de l'avion, bien évidemment, cette différence de température crée ces longues traînées de condensation. C'est un peu le même phénomène qui se passe lorsque l'on parle à l'extérieur l'hiver. Bien, notre souffle réchauffe les particules d'eau dans l'air, et ce qui produit un peu ce nuage blanc-là. Donc, ces traînées-là, elles peuvent être visibles pendant plusieurs minutes, là, une fois que l'avion est passé. Donc, on peut voir ces traînées-là. Et puis, rapidement, plus ou moins rapidement, avec les vents en haute altitude, ces traînées-là se dispersent. Donc, pourquoi parler de ces contrails? Il semble que tout le monde connaît ce que c'est. Mais là, tu dis chemtrails parce que moi, je lis chemtrails. Oui, j'y arrive. D'accord. Donc, on a bien compris quelles sont ces traînées de condensation derrière les avions. Il faut bien, disons, manipuler ou bien bien comprendre qu'est-ce que c'est que ces traînées de condensation pour comprendre là où on va arriver au chemtrail. Donc, depuis 1995, les amateurs de complot nous disent regardez ces traînées de condensation, elles ne sont plus tout à fait les mêmes. Et là, on nous dit que ces traînées de condensation, dans certains cas, certains avions se produiraient ces traînées de condensation à des altitudes beaucoup moindres que les 30 ou 35 000 pieds des grands transporteurs commerciaux. Certaines de ces traînées de condensation prendraient énormément de temps avant de se disperser. Certaines d'entre elles seraient formées un peu comme des colliers de perles, donc des sortes de puffs, hein, des sortes de bulles, puis une traînée, une sorte de petite explosion. Et certaines même auraient des reflets lumineux, un peu comme des arcs-en-ciel. Donc, depuis 1995, les amateurs de complot nous disent, voici, ces nouvelles traînées de condensation sont apparues, on en voit de plus en plus, certaines même se répandent dans le ciel comme des quadrillages, et selon ces amateurs de complot, ces traînées de condensation seraient produites par des avions à la solde du gouvernement ou de quelques agences occultes du gouvernement, ou encore par des avions commerciaux, Air Canada par exemple, pour nommer un grand transporteur, mais qui agiraient à la solde de ces autorités-là. Et ces traînées de condensation seraient différentes parce que la traînée ne serait pas provoquée par un réchauffement des particules d'eau dans l'air, mais serait provoquée par une sorte d'épandage de gaz. Je le savais. Donc, on y savais. arrive. Donc, d'où chemtrail, qui est le condensé du mot chemical trail. Donc, on ne parle plus de condensation dans l'air, de traînée de condensation, mais bien de traînée chimique. Et donc, on aurait cet épandage chimique qui se ferait sur les populations. Parce que bon, et on en parle aujourd'hui, quel bon moment, il commence à faire chaud dehors. Et il faudra donc se méfier cet été non plus des rayons UV, mais également des chemtrails. Oui. Donc, pourquoi ces chemtrails? Lorsque l'on demande aux amateurs de complot pourquoi les autorités agiraient de la sorte, à quoi serviraient ces fameuses chemtrails? Lorsqu'il est question de complot, on est souvent dans des zones grises et les scénarios sont toujours un peu difficiles à comprendre. J'avais remarqué.
J'essaie de rester sérieux. Moi aussi. Donc, évidemment, il y a deux grandes possibilités pour ces histoires de chemtrails. La première est que les autorités, le gouvernement américain en particulier, voudraient contrôler le climat. Il aurait développé donc deux armes dans cet ordre-là. Le premier est le projet HAARP. On en a déjà parlé de ce projet HAARP. Oui. Donc, je rappelle, ça s'écrit H-A-A-R-P et c'est pour les lettres représentent l'anagramme de High Frequency Active Auroral Research Program. Il s'agit d'un ensemble d'antennes qui sont actives. C'est un programme qui est géré par l'Université de l'Alaska et géré par le ministère de la Défense aux États-Unis. Il s'agit d'un ensemble d'antennes placées en Alaska et dont le but premier, nous dit-on, est d'étudier certaines couches de l'atmosphère pour voir quels sont les effets dévastateurs ou nocifs que pourrait avoir l'utilisation d'ondes radio à travers les couches de l'atmosphère. Évidemment, tout ça semble un beau projet écologique et comme on sait que le gouvernement et en particulier le ministère de la Défense américain s'applique rarement à des projets écologiques, on se dit qu'il doit y avoir une autre raison derrière ça. Les bombes vertes, hein, c'est rare. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc, les amateurs de complot nous disent, ça c'est de la poudre aux yeux. La véritable raison de HAARP, c'est de contrôler les climats. Donc, à partir du moment où tu étudies les couches de l'atmosphère, tu pourrais, par exemple, contrôler, envoyer des ondes et ces ondes-là pourraient avoir des répercussions sur le climat. Et d'après les amateurs de complot, ces ondes, je sais, c'est des scénarios qui sont... Moi-même, je le raconte, puis je me dis, mon Dieu, je devrais m'arrêter. Mais en fait, dans ce scénario-là, le projet HAARP aurait provoqué, par exemple, des tremblements de terre, des inondations, des pluies torrentielles, diluviennes. Donc, mettez-en, il y a rien à peu près à l'abri de HAARP. Donc, dans ce cadre-là, les chemtrails seraient un peu un programme satellite. En lançant des produits chimiques dans l'air, on produirait une sorte de réceptivité, peu importe, de façon à rendre l'atmosphère réceptive à des ondes qu'on lancerait dans l'air. Dans le but de contrôler le climat de tes pays adversaires. Exactement. Donc, à partir du moment où tu peux provoquer, on comprend, si tu provoques des inondations, par exemple sur la Libye, une pluie torrentielle, évidemment, tu risques de déstabiliser le pays et là, faciliter une invasion, un truc comme ça. Bon. Ça, c'est un premier projet, donc le contrôle des climats provoqué par le nouvel ordre mondial. Donc, cet ordre mondial, c'est un groupe, une sorte de consortium qui prendrait le pouvoir de la planète. Donc, c'est un peu l'idée des comploteurs. Qui existe déjà. Ouais. Donc ça, c'est l'idée un peu des comploteurs, contrôler le climat. Okay. La deuxième idée derrière de ce projet de vaporisation de gaz toxiques. Oh, je pense qu'elle va être meilleure. Ouais, celle-là c'est de réduire la population mondiale. Ouais, mais ça marche pas, là. Non. J'attendais, là. Donc, on veut réduire la population. Mais tu vas voir que c'est assez tordu comme idée. Okay. Donc, on lance des gaz. Et ces gaz-là contiennent des bacilles, des virus, etc., le genre H1N1. Et là, donc, on provoque chez les gens des vaccinations massives. Donc, dans un premier temps, on enrichit l'industrie pharmaceutique en faisant des vaccins. Industrie pharmaceutique qui, elle, est bien sûr à la botte du nouvel ordre mondial. Donc, tout ça sert éventuellement en coulisses dans des arcanes occultes à contrôler le trafic d'armes, etc., etc. Donc, on a dans un premier temps. Et évidemment, à travers la manipulation de ces gaz-là, évidemment, il y a des gens qui vont décéder et en provoquant de ces décès-là, soit par des pandémies de grippe, évidemment, on réduit peu à peu la population mondiale parce que, évidemment, le problème de la surpopulation est de plus en plus criant. Donc, il faut réduire ces populations. Donc, c'est une sorte d'assassinat chimique qu'on organise comme ça de façon soutenue. Évidemment, quand on regarde ça, on se dit, mais où sont les preuves? Alors, Benoît, où sont-elles ces preuves? Non, c'est pas moi qui fais la chronique. Non. Moi, je suis ici pour apprendre. Donc, tu auras bien compris que ces preuves-là sont excessivement pauvres, c'est très anémique. Ce sont des rumeurs de rumeurs. C'est le gars qui connaît le gars qui connaît le gars qui, lui, travaillait dans une base où on a monté sur des avions de ces fameux gaz-là. Il y a un scientifique aux États-Unis, en fait, je dis un scientifique, mais c'est davantage un conspirationniste, du nom de Clifford Carnicom, qui, lui, d'ailleurs, a son site Internet. Et lui, il dit avoir analysé des résidus provenant de ces chemtrails, de ces gaz qui auraient été lancés dans l'air. Il prétend avoir trouvé là-dedans de l'aluminium, du barium, du calcium, du magnésium, du titane et des polymères. Donc évidemment, on le sait que l'aluminium est excessivement nocif pour la santé. Le problème dans les analyses de M. Carnicom, c'est qu'elles ne sont pas disponibles pour une contre-analyse. Donc, on ne sait pas quelle a été sa méthode d'analyse pour arriver à ça, qu'est-ce que ça contient exactement, et il n'y a pas donc une contre-expertise là-dessus. Donc, les amateurs de complot se réfèrent
continuellement cet individu, mais encore là, on tombe dans une zone grise parce qu'on ne sait pas trop cet individu-là, de quelle façon il travaille, où il a prélevé ses échantillons, donc à quoi s'en tenir exactement. Évidemment, tout ça, on nous dit, ça est apparu depuis 1995, mais en réalité, quand on regarde dans le scénario du complot, l'idée que le gouvernement enverrait des gaz aérosols comme ça dans l'air pour contrôler les populations, contrôler le climat, c'est pas nouveau. En fait, on retrouve un grand dossier qui, depuis une quarantaine d'années maintenant, est omniprésent dans le discours des amateurs de complot et de ce type-là. C'est le phénomène des mutilations animales. C'est quoi le lien? Les mutilations animales. En fait, le phénomène des mutilations animales apparaît à la fin des années 60, donc 1967-1968. Des agriculteurs dans le Middle West américain en particulier vont commencer à découvrir sur leur terre des bêtes apparemment mutilées durant la nuit. Et dans certains cas, ces mutilations, on parle qu'on a retiré les yeux, il y a eu ablation des yeux, de la langue, l'anus, le pis, par exemple, s'il s'agit de vaches, les organes sexuels ont été prélevés. Et dans plusieurs de ces cas-là, les agriculteurs constatent que ces ablations... Excuse-moi, pas de steak? Non, pas de steak. Pas de flanc, pas de côte levée? Bah, si tu veux t'en couper un après coup. Non, mais en tout cas, c'est correct. Non, mais et là, donc, ces animaux sont retrouvés comme ça mutilés. Non, mais tu sais, entre une rondelle d'anus et un steak de vache, il me semble. Ouais. Le choix est facile à faire. Mais pourquoi enlever les pieds de vache? Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit à un moment donné, on va peut-être voir apparaître une industrie de portefeuille faite en peau de pied de vache. Ça pourrait être bon. C'est possible. Mais c'est pas arrivé. C'est quoi le lien entre les mutilations animales et les chemtrails? Ben voilà, donc, on retrouve ces bêtes mutilées, donc, depuis les années 60. Et là, on parle aujourd'hui, là, on est 40 ans plus tard, on parle de dizaines, de centaines de milliers de têtes de bovins qui ont été retrouvées de cette façon-là. Dans plusieurs des cas, on prétend que ces mutilations ont été faites ou les prélèvements ont été faits avec une adresse chirurgicale en utilisant soit un laser, parce qu'on dit que les mutilations, bon, les chairs ont été cautérisées, et dans d'autres cas, on parle de l'utilisation d'un scalpel. Évidemment, moi, j'ai enquêté sur quelques-unes de ces mutilations animales, et à toutes les fois, j'ai trouvé des explications autres que celle des extraterrestres ou une explication plus ou moins exotique. Lorsqu'un animal meurt, par exemple, ça se produit souvent, je l'ai mentionné, dans le Middle West américain, on ne fait pas entrer les têtes de bovins là, dans la grange la nuit. Ces têtes-là, on parle d'immenses pâturages. Ces animaux-là sont laissés à eux-mêmes et souvent, le décès de l'animal va être constaté 3 ou 4 jours après son décès. Et au moment où l'animal meurt, il va être en partie dévoré par des prédateurs. Et là, tu comprends que lorsqu'on retrouve l'animal après 3 jours, les chairs ont commencé à gonfler, les tissus se sont étirés, ce qui peut donner une impression qu'on a utilisé un scalpel, mais en réalité, c'est le gonflement de l'animal qui fait ça. Donc, dans certains cas, lorsque le phénomène des mutilations animales a commencé, les amateurs de complot ont d'abord accusé les extraterrestres. Ce sont, parce que, on dit souvent, dans le doute, accuser les extraterrestres, c'est toujours bon. Donc, on a accusé les extraterrestres. Mais après, là, des dizaines et des centaines de mutilations animales, on s'est dit, écoute, il n'y a pas une industrie sur une planète X ou Y qu'on ramasse des pieds de vache, là, tu sais, puis les extraterrestres, tant qu'à enlever des vaches pour les mutiler, devraient enlever un vétérinaire, l'amener sur leur planète, puis lui demander comment ça marche, tu sais. Donc là, le nouveau scénario développé par les amateurs de complot, c'est que c'est le gouvernement qui lancerait dans l'air des gaz de façon aérosol, comme ça, donc ces gaz-là seraient transportés dans l'air, et la nuit venue, les autorités arriveraient avec des hélicoptères banalisés, silencieux. Des hélicoptères silencieux, pensons-y, c'est une bonne chose. Donc, les hélicoptères silencieux arrivent. Et là, des agents à la solde, encore du gouvernement, prélèveraient sur ces animaux des échantillons pour voir si les marqueurs de ces gaz-là qu'on aurait lancés dans l'air se retrouvent dans les chairs de ces animaux. Et comme ça, on pourrait établir de quelle façon ces gaz se déplacent dans l'air. Là, évidemment, on parle de gaz qui seraient absolument inoffensif, je vois ton regard. Donc, des gaz inoffensifs. Et là, si le marqueur est présent, on se dit, bon, ben, notre gaz X se déplace de telle façon dans l'air. Et là, évidemment, je n'ai qu'à remplacer ce gaz X par un gaz Y qui, lui, serait nocif et je pourrais lancer ça sur mes ennemis et je connaîtrais déjà comment, en situation réelle, ce gaz-là va se transporter. Évidemment, encore une fois, on dit que ce scénario-là semble tiré par les cheveux et tout droit sorti des X-Files. Mais il y a des précédents. Après la pause. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 80.
98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page est avec nous à propos des chemtrails. Tu sais que, Christian, il y a des gens qui réagissent présentement sur Twitter, puis ils se demandent c'est quoi la conclusion, qu'est-ce qu'il faut penser des chemtrails. Donc, c'est sûr que lorsque on présente ça comme ça en vrac, on se dit, écoute, c'est un scénario sorti des X-Files, l'idée que le gouvernement, de façon occulte, lancerait dans l'air des gaz, certains toxiques pour essayer de contrôler soit le climat, diminuer les populations mondiales. Évidemment, les associations sceptiques sourient en pensant à ça et nous disent, bon, ben tout ça n'a pas de bon sens. Mais pourtant, faut quand même se dire qu'il y a pas de fumée sans feu. Il y a eu quand même des précédents. Hein? J'en ai sorti quelques-uns ici, là. En 1951, le gouvernement américain, la CIA, le gouvernement américain, l'armée américaine, ont déversé en 1951 sur un petit village à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, des gaz qui étaient voisins du LSD. Et on a eu plus de 300 malades. Et évidemment, là, les mots allaient d'étourdissement à du délire hallucinatoire. On a eu 5 morts, et pas morts intoxiqués, mais des gens, par exemple, qui croyaient qu'ils pouvaient voler, qui se sont jetés en bas d'un édifice. Un autre s'est jeté devant un tramway. On a 30 personnes qui ont été hospitalisées, et tout ça dans le cadre d'une opération bien établie, maintenant reconnue par la CIA, qui visait à déverser d'un gaz semblable au LSD sur ce petit village du Gard en France. Ensuite de ça, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé du contrôle des climats. Évidemment, tout ça semble un scénario de film, et pourtant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tu as déjà entendu parler de l'encensement des nuages. Ben, je vais t'apprendre, mon Benoît, que l'encensement des nuages, ça existe. Donc, les autorités, en particulier le gouvernement, l'armée, etc., ont découvert que, tu sais que dans un nuage, c'est une sorte de... il y a un équilibre. Hein, donc, on a l'humidité, les gouttelettes d'eau, la grêle, tout ça est dans le nuage, la pression barométrique, tout ça. Donc, on a un équilibre. Il suffit de briser cet équilibre-là pour provoquer de la pluie, etc. Et les autorités, en faisant des recherches, l'armée américaine en particulier, ont découvert qu'en lançant de l'iodure d'argent, du chlorure de sodium, de l'alginate ou de la neige carbonique, ont réussi à provoquer, à briser cet équilibre-là et provoquer des pluies. On a utilisé ça à maintes reprises, notamment durant la guerre du Vietnam. On a déversé, par exemple, sur les pistes de l'aéroport de Ho Chi Minh, des pluies torrentielles pour empêcher, par exemple, les ennemis d'approcher alors qu'on procédait à l'évacuation des soldats américains. Entre 1967 et 1968, d'après le Air Weather Service, on aurait augmenté, en utilisant l'encensement des nuages, un certain contrôle sur la température, en augmentant près de 30% les déversements de pluie. Donc, c'était durant la guerre du Vietnam. Donc, on voit que cette idée du chemtrail, bien sûr, ça paraît sorti tout droit d'un scénario de science-fiction. Et pourtant, quand on regarde dans le passé, ce n'est pas la première fois que les autorités américaines ont procédé à ces encensements de nuages dans un but évidemment moindre, mais quand même un but réel de contrôler la température. Et évidemment, cette histoire de déversement de LSD sur ces petits villages français, évidemment, nous amène à se demander dans quelle mesure les autorités font-elles vraiment preuve de moralité lorsque vient le temps de mener des opérations à grande envergure comme celle-là. Lucy in the Sky with Diamonds, il paraît qu'il chantait ça pendant 2 semaines. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, on parle, évidemment, de ce contrôle-là. Mais là, ça voudrait dire qu'il y a une complicité de toutes les compagnies aériennes? Non, en fait, d'après les amateurs de complot, on utiliserait dans un premier temps des avions qui seraient des avions gouvernementaux ou encore des avions maquillés aux couleurs de grandes compagnies aériennes. Donc, évidemment, c'est toujours des avions qui sont utilisés par des agences gouvernementales. Le problème, évidemment, on est d'accord que si on regarde ça un par un, ce scénario-là a des faiblesses. Comment ça se fait que les contrôleurs aériens notent pas la présence de ces avions qui circulent en dehors des circuits aériens? Donc, on a une problématique, là, à laquelle les amateurs de complot font fi et on envoie ça sous le tapis. On évite de répondre à ces questions-là et on nous dit, voici, c'est traîné dans l'air, mais où sont les preuves, tout ça. Donc, il faut pas aller, je pense qu'il faut pas non plus paniquer là-dessus. Je crois qu'à défaut, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de preuves plus convaincantes de l'existence de ces chemtrails, je pense que pour l'instant, ça reste un scénario à faire peur. Mais évidemment... si ça fait 15 ans qu'on en parle, ça veut rien dire, ça, à propos d'un mythe ou d'un complot? Non, il y a des trucs qu'on a parlé pendant très, très longtemps. Le Chupacabras, par exemple, qu'on parle depuis 1995 et qu'on continue de parler aujourd'hui. Il y a des observations qui sont rapportées régulièrement. Mais là, ça, c'est vrai, au moins. Et là, c'est vrai que le Chupacabras, ça, c'est très différent. Non, dans le cas des complots, je pense qu'il y a des complots qui ont la vie dure et le chemtrail en est un qui a la vie dure. Et je pense qu'on va encore en parler pendant plusieurs années parce
parce que on aime cette idée-là du contrôle des climats, contrôle des températures, contrôle des populations. Et ça serait simplement le gouvernement américain, pas personne d'autre. Personne d'autre. On sait pareil. En fait, ce serait ce programme-là et en particulier lié au programme HARP. Donc là, tu as les deux pôles d'un même programme et évidemment, on ne pointe du doigt que les autorités américaines puisque ce sont eux, c'est d'abord les Américains qui sont les premiers dirigeants de ce nouvel ordre mondial. Mais pas la Chine, pas la Russie, non, exact. Pas l'Arabie Saoudite, non, on aime bien les Américains parce que les Américains sont toujours les tenants d'un complot et seuls eux peut-être ont la logistique pour mener à bien une opération comme celle-là. Donc évidemment. Mais là, je reçois des courriels, j'ai pas le temps, là, on me dit d'aller voir des clips sur YouTube où on prétend qu'il faut cesser les chemtrails. Je veux dire, c'est plus qu'un complot, là, c'est une industrie. Ouais, c'est une industrie. Et en plus de ça, ce qui est assez intéressant, les gens, il y a comme des sortes de coïncidences, mais à mon avis, c'est des coïncidences forcées. C'est-à-dire que les gens nous disent, aujourd'hui, les amateurs de chemtrails nous disent, regardez par exemple dans des films, regardez des images prises dans les années 70, on ne voyait pas ces fameuses traînées-là, alors qu'aujourd'hui, elles sont presque omniprésentes sur les photographies du ciel. Oui, mais bien sûr, il y a plusieurs éléments qui font ça. C'est-à-dire que les villes ont augmenté. On sait, autrefois, on avait un aéroport à Mirabel, on l'a fermé. Maintenant, l'aéroport se trouve à Dorval, beaucoup plus proche des centres urbains. Les villes ont tendance à rapprocher leurs aéroports des centres urbains. Évidemment, t'as des conditions atmosphériques qui peuvent entraîner la fabrication, la création de traînées, de condensation plus proches des sites urbains, des grandes villes. À cause du smog? À cause du smog, à cause et à cause aussi de la proximité de ces aéroports qui, autrefois, on essayait de mettre en dehors des villes et maintenant on les voit se rapprocher. Donc, toutes ces conditions-là, mises les unes derrière les autres, peuvent amener le fait qu'on voit davantage de ces fameuses traînées de condensation dans l'air, mais le fait qu'on en voit plus ne veut pas dire que ces traînées-là sont faites de produits chimiques et il faudrait avoir des analyses beaucoup plus soutenues pour pouvoir tirer des conclusions définitives. Pour l'instant, on n'a qu'une poignée de gens qui semblent tirer une sonnette d'alarme. Malheureusement, leur sonnette, elle sonne dans le désert parce qu'on n'a rien pour justifier cette croyance-là. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Des traînées de condensation, à mon avis. À mon avis, absolument. C'est de l'eau qui a C'est de l'eau qui était réchauffée par les avions en circulation. Très décevant. Ah, je sais. Très, très, très décevant. Merci beaucoup, Christian Page. Toujours un plaisir. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Et il y a Paul Oud qui suit après cette pause. À demain, midi. Au revoir.